Mardi dernier, nous avions abordé le grand thème du rôle de l'État dans l'économie et nous nous étions attachés à voir comment ça se passait dans ce qu'on a appelé les démocraties occidentales, c'est-à-dire essentiellement les États-Unis, l'Europe, enfin bon, toutes les grandes démocraties du monde. Aujourd'hui, en deuxième partie, nous allons plutôt essayer de voir comment ça se passe dans le capitalisme d'État. Capitalisme d'État, les deux plus grands exemples de pays où se pratique le capitalisme d'État sont bien entendu la Russie d'un côté, la Russie de Poutine, et la Chine de Xi Jinping. Et plus près de nous, beaucoup plus près de nous, également Cuba. Alors, c'est quoi un capitalisme d'État? En quoi cela consiste? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce système? Nous avons avec nous, comme d'habitude, l'ami William Savary, économiste et également fondateur et président du Haitian Stock Exchange. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Tout le monde est salué. Bien, alors donc, et aujourd'hui on voit le capitalisme d'État, dont je viens de dire que les deux pays les plus représentatifs sont évidemment la Chine et la Russie, c'est-à-dire, bon, est-ce qu'on peut dire que la Russie est une dictature Probablement, pour la Chine, ça ne fait aucun doute. Bon, alors on doit se mettre d'accord au prime abord, que l'État, le capitalisme d'État ne veut pas dire l'État-providence. C'est la première chose. C'est pas l'État, les citoyens de ces pays-là ne visent pas à tout recevoir de l'État, l'éducation, la santé, la sécurité. Donc ça c'est la première chose qu'il faut d'abord qu'on se mette d'accord là-dessus. Et on peut même dire que l'État-providence, c'est l'apanage des démocraties occidentales. Absolument. C'est là que l'État-providence est né, d'ailleurs en Grande-Bretagne. D'abord, maintenant, avant d'aller ailleurs. Avec l'État-providence, il faut aussi signaler que c'est une conception qui a pénétré le langage politique et plusieurs candidats, en menant leur campagne, font croire à l'électorat que c'est eux qui vont résoudre leurs problèmes. C'est eux qui vont apporter les solutions aux problèmes journaliers d'emploi, de chômage, de coproduction, etc. Donc, ça rend, ceci a acquis au fil des temps une signification qui rend la population dépendante de l'État. Hein? Donc ça, il faut d'abord évacuer ça. Ainsi, les gens savent que nous ne voulons pas dire une situation où l'État où l'État cherche à remplacer la volonté individuelle ou l'initiative individuelle. Hein? Très bien. Maintenant, au niveau du capitalisme d'État, ce qui est entendu, c'est vraiment une situation où l'État joue un rôle important dans le développement économique d'une nation. Maintenant, un développement économique basé sur la rentabilité du capital. Parce que lorsqu'on parle du capitalisme, la première chose qu'il faut au prime abord accepter, que le capital investi doit être rentable. Et l'un des problèmes qu'il y a eu, par exemple, à l'Union soviétique, c'est qu'avec les investissements qui ont eu lieu, avant l'arrivée de Poutine, pendant la période de transition de bolcheviks, Staline, etc., c'était des investissements qui avaient un but social, donc qui visait à résoudre les inégalités sociales. Donc, avec le temps, ceci a subi une métamorphose, les sociétés ont subi une métamorphose, la politique également a subi une métamorphose, où la rentabilité, avec la chute de l'éclatement de l'Union soviétique, où la rentabilité est devenue, et a été acceptée comme un modus operandi du capital investi. Donc ça, lorsque nous parlons du capitalisme d'État, c'est une structure administrative d'un territoire où l'État joue un rôle important dans les décisions économiques d'investissement qui se font.
William, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord définir le capitalisme d'État, et là je parle dans l'optique historique de la chose, comme le capitalisme d'État se pratique dans des pays où l'État est seul et unique propriétaire aussi bien de la production que de la répartition. La propriété privée, jusqu'à récemment en Chine, et à Cuba et en Russie, n'existait pas. Bon, disons que l'État était propriétaire de tout. Non, disons, c'est une question importante parce que ce qui est évoqué dans cette question, c'est la question, qui détient les moyens de production. Oui. Eh bien, maintenant, au départ, dans le capitalisme d'État, c'était l'État. Puisqu'il n'y avait pas de propriété privée. Il faut d'abord dire que ça commence d'abord par le foncier. Donc, où l'État est propriétaire du foncier. Parce que le foncier. De l'agriculture, etc. Et à partir, parce qu'il y a, en fait, même Mao Tse-tung a dit une fois que toute fortune, bon, ça date bien sûr de Thomas Kennedy de l'agriculture en France, mais Marie en 1695, 1725, mais Mao avait accepté ce principe comme étant, avait accepté l'agriculture comme la source fondamentale de toute fortune. Dessalines d'ailleurs et Toussaint aussi avaient accepté la même chose. Maintenant, être propriétaire du foncier et ce qui a permis par exemple l'ascendance de l'Angleterre, c'était pas d'être propriétaire de foncier seulement, mais de dominer le commerce. Donc, à l'opposé du foncier, il y a l'évolution du commerce qui a permis aussi que la fortune se crée à partir de la manufacture. Voilà, donc, absolument. Donc, et depuis, on a vécu l'évolution de ces deux et par exemple la colonisation qu'on a connue dans les années 1800, 1700, etc. C'était une colonisation basée où les États où les métropoles, pour s'enrichir, pensaient qu'ils devaient accumuler beaucoup plus de foncier. D'où la conquête de territoire et la mise en esclavage des peuples et de les faire travailler à leur profit. La terre. La terre. Donc la terre a constitué pendant longtemps la source principale de la fortune des nations et à l'opposé en fait, ça a été le même cas pendant la période de la féodalité. Mais tout ceci s'est trouvé opposé à l'évolution du commerce, l'évolution des négoces, l'évolution de la manufacture, qui a vu la création d'une classe ouvrière et avec tout ceci, une transformation totale de la société. Maintenant, bien sûr. Oui, mais ça a été le grand tournant, ça a été la révolution industrielle, évidemment, laquelle n'a été rendue possible que par l'invention de la machine à vapeur de M. Pépin, etc., etc. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est que dans tout ce capitalisme d'État, au départ, l'État était propriétaire des moyens de production et il était le seul aussi à répartir. La répartition. La production de la production. Voilà, la production de la production. Bon, ce qui a amené la faillite de l'Union soviétique, rappelons quand même la grosse différence entre l'Union soviétique et la Chine, c'est qu'en Union soviétique, ils prenaient la dictature du prolétariat, c'est-à-dire de l'ouvrier, alors que la Chine, et en particulier celle de Mao, était fondée exclusivement sur la dictature de la paysannerie. Oui, donc l'ouvrier d'un côté, le paysan de l'autre. Maintenant, ceci a permis l'évolution d'une chose fondamentale, particulièrement dans les pays asiatiques. Il y a ce qu'on appelle, en fait, dans les pays asiatiques, au prime abord, il faut dire que les gens se sont servis de l'organisation culturelle traditionnelle pour réorganiser leur économie. Donc, en Haïti, par exemple, on aurait fait la même chose à partir de l'ACO. C'est ça. Un noyau fondamental qui serait pris en compte dans l'organisation de la production. Donc, et ceci leur a permis de créer les Shobol en Asie, où il y a un mariage entre l'État et ses communautés, où l'État
a financé ces communautés, les a rendues prospères et les communautés eux-mêmes ont créé la rentabilité, ont créé le profit, ont créé les emplois et ont permis à ce que la prospérité puisse s'installer dans ces sociétés-là. Ce que tu as dit la dernière fois, c'était ce que vous avez dit la dernière fois, c'était le ruissellement par le haut. Enrichir la base par le ruissellement à partir de haut. Oui. Mais ceci a effectivement eu lieu en Asie, parce qu'on a connu, par exemple, dans la littérature de l'économie, ce qu'on appelle les Asian Tigers, les tigres de l'Asie. Et on les a vus à l'œuvre à Taïwan, on les a vus à l'œuvre en Malaisie, au Singapour, plusieurs des pays asiatiques qui se sont servis de ce modèle, Corée du Sud en particulier, où Corée du Sud, le modèle basé sur la culture, et on l'appelait le Mao Lingdong, donc où la culture a joué le rôle fondamental de l'organisation de l'économie et l'État, en investissant dans la culture, a permis l'évolution de l'économie capitaliste. Ça a été la grande victoire du président Park. C'est lui qui a inventé ce système. Absolument. Et je rappelle une toute petite parenthèse, c'est que j'ai eu un ami qui est allé en visite en Corée du Sud. En Corée du Sud. Et comme il venait d'Haïti, les officiels qui l'ont reçu lui ont fait savoir que jusqu'à présent, jusqu'à date, la Corée du Sud est reconnaissante à Haïti de ce que, lorsque Park est arrivé au pouvoir et où l'état économique de la Corée du Sud était pire qu'Haïti, Haïti a fait don de $1 $1000 à la Corée du Sud pour l'aider. Ouais. Okay. Donc c'est vraiment la source fondamentale de l'évolution de l'État capitaliste, du capitalisme d'État. D'une part, c'est le mariage entre le pouvoir d'État et le pouvoir des organisations traditionnelles et des organisations culturelles. Et parce que à travers les organisations culturelles, vous avez déjà le noyau, le noyau moral, le noyau éthique, le noyau du travail et la discipline du travail. Une petite question, mais ça c'était avant 49. Non, même après. Après 49? Oui, mais après l'arrivée de Mao, après que Mao ait déclaré? Maintenant, en Chine, ce modèle a été mis en œuvre à travers les autres pays de l'Asie avant la Chine. Ah bon, okay. Maintenant, après, avec l'arrivée de Deng Xiaoping, il a fallu attendre Deng Xiaoping. Il a fallu attendre Deng Xiaoping en Chine pour explorer. Et parce qu'il y a un dicton assez fameux en Chine, c'est qu'ils te disent ils ne donnent pas beaucoup, donnent pas beaucoup d'attention au chat, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, dans la mesure où le chat attrape les souris. Oui. Donc c'est vraiment l'adage qui libère l'État et permet à l'État de jouer ce rôle fondamental. Cela dit, le capitalisme d'État originel, c'est-à-dire celui où l'État était propriétaire de tout, ça a disparu de la surface du globe. Aujourd'hui, la Chine est le pays qui produit le plus de millionnaires depuis qu'on a autorisé la propriété privée. Bon, maintenant, c'est vrai aussi de la Russie, c'est vrai de Cuba. Maintenant, il faut additionner une chose peut-être qui dans le discours pour le garder en perspective, c'est que en Chine, ils ont créé ce qu'on appelle les entreprises d'État. Yes, small state-owned enterprise. State-owned enterprise. Mais maintenant, les state-owned enterprise, c'est eux qui ont reçu le financement pour jouer le rôle de developers, les grands investisseurs des États, parce que la Chine, je crois, est divisée en 17 grandes régions économiques. J'ai plus le chiffre, oui. Et la Chine est divisée en un nombre défini de zones économiques, et chaque État a la responsabilité de son économie. Et donc, ils ont une redevance envers l'État central, d'où la force du Parti communiste en Chine. Ouais. Donc, c'est vraiment l'habilité de fédérer les différentes entités, par exemple, l'habilité de fédérer les LACOU, si on veut parler d'Haïti, qui vous donne l'habilité de l'État de devenir un État prospère. Donc, c'est... En tous les cas...
Ce qu'on peut dire également, vu l'évolution des choses là maintenant, ça se passe là maintenant, c'est que finalement la Chine a imposé au monde ce modèle. Un modèle absolument unique, à savoir un État totalitaire sur le plan politique. Une économie libérale. Et une économie libérale. Ils ont réussi à marier l'eau et le feu, en quelque sorte, et pour donner... là, actuellement, il y a des gens qui se posent la question de savoir quelle est la première économie du monde. Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est les États-Unis? Maintenant, il y a une chose importante qu'il faut signaler. Aujourd'hui, au Rwanda, le modèle au Rwanda, c'est un modèle qui est basé sur l'organisation culturelle et le mariage du capital avec la culture. Donc, c'est ça le modèle. Le succès du Rwanda, c'est ça. Bon, le succès du Rwanda, c'est d'abord Paul Kagame. Paul Kagame, oui, absolument. Mais non, parce que sans Kagame, ça ne se serait pas passé. Oui, mais avec Kagame qui a pu qui était flexible assez et qui a pu comprendre le rôle des organisations traditionnelles, des organisations culturelles, absolument, et le rôle également que le capital pourrait jouer dans ce mariage. Absolument. Parce que le tout dépend, c'est la décision de l'État de déterminer quel rôle le capital devait jouer dans le pays. Voilà. Hein? Bon, William, nous avons largement dépassé notre temps. Alors, en vraiment 1 minute, entre démocratie occidentale et capitalisme d'État, où se situe Haïti? Bon, en Haïti, nous avons l'État-providence, parce qu'en fait, le discours politique que nous entendons en Haïti depuis des années, depuis des siècles, sinon, c'est un discours que l'État ferait. Nos hommes politiques mènent leur campagne sur la notion que l'État ferait pour vous. Alors que loin de là, et les gens achètent ce discours, parce que les gens qui gagnent les élections en général, ce sont les gens à qui... ce sont les gens qui promettent que l'État ferait. Mais il se trouve qu'arrivés à l'intérieur des institutions, ils ne peuvent rien livrer. Donc il faudrait que, par exemple, nous autres, on cesse de contempler cette notion de l'État-providence et qu'on commence à manifester notre individualité et à comprendre que la sortie, la traversée du désert, c'est une traversée collective. Ce n'est pas une traversée individuelle, quoique à l'intérieur de cette collectivité, il faut que l'individuel soit en mesure de prendre des décisions. Intéressant. D'accord. Bon, eh bien, encore une fois, merci William, merci de cet éclairage sur le rôle de l'État dans l'économie. Nous avons vu les démocraties occidentales. Aujourd'hui, on a survolé le capitalisme d'État. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt.